Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'autre Coupe du Monde, épisode 5, 5e jour aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, je le disais, bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat et ça commence déjà à s'animer, donc c'est très très bien. On va parler de plein de choses, vous allez voir, on va débriefer, on va revenir, vous en avez maintenant l'habitude. C'est le rendez-vous quotidien dès la fin du dernier match, une fois qu'on a eu 154 minutes d'arrêt de jeu, même si ça s'est un peu calmé sur les derniers matchs. Il se sent un petit peu calmé là-dessus. Euh, on va passer un peu de temps, une bonne heure, à revenir sur ces matchs de la journée et à aussi se projeter un petit peu sur ceux du lendemain. Pour m'accompagner ce soir, deux personnes que vous allez voir, une que vous allez entendre. Alors, on va faire à l'opposé d'habitude. On va commencer par celui que vous allez entendre. On va saluer l'Uruguayen de la rédaction de Lucarne Opposé, Monsieur Jérôme Le Signe. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Ça va bien? Écoute, ça va très bien en cette soirée un peu spéciale parce que c'est la première fois qu'on voit. On pensait qu'il y avait que les Européens qui feraient des messages politiques pour la Coupe du Monde. On voit que le Brésil s'y met aussi. Avec la moustache? Vas-y, tu peux y aller. Oui, non, j'attendais que tu me relances sur la blague qu'on a préparée en effet à Non, l'avance. elle n'a pas préparé. Tu m'as dit, je vais faire une blague. Parce qu'en effet, c'est la moustache d'Alisson vaut tous les brassards de défense de la lutte des homosexuels possibles de la Coupe du Monde. Tu penses que c'est un hommage à l'époque YMCA et compagnie, c'est ça, c'est ce que tu es en train de me dire. Je pense que c'est les thèmes de ces soirées, c'est je joue Thomas Müller et tu fais David Luiz. Je vois pas. Très bien. Il est très en forme, le Jérôme. Peut-être plus en forme que la sélection uruguayenne. On en reparlera dans un instant. Ça devrait vite le calmer quand on va aborder la sélection uruguayenne. Je parlais de sélection uruguayenne. On va présenter celui qui était opposé justement à cette sélection uruguayenne, qui a oscillé entre au départ, il y croyait pas, il nous faisait toujours genre j'y crois pas, et puis bon, quand même, il y croyait quand même, hein. Il va pas se mentir, il va pas nous mentir, hein, monsieur Baptiste Mourigal. Bonjour à tous. Alors non, je t'avoue que quand j'ai vu la compo et que j'ai vu que Nassang O était titulaire, j'avais même pas envie de regarder le match. Il a fait un grand Alors, match, hein. ça m'a déprimé et finalement c'est le meilleur des Coréens. Non, l'un des meilleurs. Il y en a eu deux qui ont été très bons. Mais je t'avoue qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Et puis après, je laisserai Jérôme en parler, mais je pense que c'est l'Uruguay qui a laissé la Corée dans le match en fait. C'est possible, on en reparlera dans un instant. Et je suis assez ravi de voir que l'effet Hello vraiment se propage au sein de la rédaction, que tout le monde tout le monde y a droit. Mais bon, voilà, on va en parler dans un instant aussi de ces choses-là. Vous voyez, il reste une personne, l'homme tranquille, l'homme serein, l'homme qui a le sourire, qui lui a parfaitement géré son effet LO en nous promettant hier que les deux équipes allaient marquer pour s'assurer un match tranquille. Voilà, il y est arrivé. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. On est très bien là, très belle entrée du Brésil et c'est déjà la fête ici, donc ça va, ça va. Ouais, parce que je le rappelle, hein, Marcelin est à Rio, vous allez l'entendre en bruit de fond chez lui, hein, forcément. Là, c'est parti jusqu'à 8h du mat, je pense, hein, ça va pas s'arrêter. Ouais. Parce que voilà, ça y est, hein, on avait évoqué que la fièvre mondialiste était en train de commencer à arriver et il était évident qu'avec l'entrée en liste de la sélection, ça allait grimper d'un cran. Voilà, les présentations sont faites. Vous êtes tous bien installés dans le chat, je le vois. On va pouvoir y aller et on va donc aborder les matchs du jour. Les matchs du jour, ils étaient, comme d'habitude, au nombre de 4. Voici les résultats. Normalement, je ne me suis pas trompé, donc on doit être bien. La Suisse qui s'est imposée face au Cameroun en ouverture de la journée dans le groupe G, le groupe du Brésil.
L'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0. Le Portugal a battu le Ghana 3-2 dans un match qui a finalement paraît spectaculaire alors qu'il n'en prenait pas le chemin. Et donc le Brésil a mis le temps, mais s'est imposé face à la Serbie de but à 0. On va débriefer essentiellement Uruguay, Corée du Sud et Brésil, Serbie, forcément parce que, on vous l'a déjà dit, on n'a pas de spécialiste africain avec nous et l'Europe, on ne sait pas où c'est. Enfin, on y vit pour la plupart, mais on ne sait pas où c'est en fait. donc voilà. Euh, Revenir un petit peu, je sais pas si tu as pu les voir toi Marcelin parce que c'était ce matin le Suisse-Cameroun parce que c'est le groupe du Brésil avec la victoire de la Suisse. Est-ce que les Brésiliens se sont intéressés à ce match? Moi, non, parce que ouais, ici, c'est à 7 h du matin, donc ça fait un peu tôt selon les jours. Donc non, celui-là, j'ai pas regardé. Et après, je suis pas sûr qu'au Brésil non Ouais, plus c'est se ça. lever à 7 h du mat pour voir ça. Bon, ils ont pas raté, ils ont pas raté grand chose sur ce Suisse-Cameroun. C'était pas foufou quand même. Voilà, on va retenir forcément parce que c'est toujours ça, cette image que tu as beaucoup apprécié cette image, Baptiste, de Bril Mbolo qui ne célèbre pas face au pays de ses parents. Voilà, on a eu un vif débat à la rédaction. Baptiste n'aime pas cette image. Moi, je la trouve belle, mais voilà. Je ne relancerai pas le débat. Mais Ça me dérange, mais c'est voilà. Je pense qu'il y en a que ça et voilà, toi tu trouves ça beau, moi ça me dérange. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. ouais, il en faut pour tout le monde, exactement. Bon, enfin C'est voilà. comme, Lee Kang-in qui rentre et qui fait un clin d'œil à son adversaire, ça me dérange. Parce qu'il le connaît, c'est son pote, il lui fait un clin d'œil, ça me Ils dérange. se sont pas même tapés dans la main? Alors j'ai pas vu qu'ils se sont tapés dans la main, j'ai vu le clin d'œil avec le sourire. Ouais, Ça ouais, me dérange. je crois Tu qu'ils fais ça se après le match si tu veux, mais tu fais pas ça, au moment où tu rentres en jeu, quoi. je crois qu'ils étaient à 2 doigts de se faire la bise. Toi, tu préfères Valverde qui met une boîte, Alors et qui non, pourrit le Valverde, coréen? je n'ai pas compris ce qu'il a fait, je trouve ça même déplacé. Le mec, il fait un tacle, personne n'en rajoute, il se passe bien, il se retourne, il gueule, il le regarde en gueulant. Je fais: «Mais mec, enfin». Non, je trouve qu'il y a des attitudes, tu fais pas ami-ami avec un adversaire sur le terrain et quand tu défends ton pays, même si c'est le pays de tes origines, je trouve pas voilà, c'est comme ça. Ouais, mais il Je ne avait verrai pas un Algérien, qui a grandi en France, marquer contre la France et pas faire la fête, par exemple. Je pense que c'est inadmissible pour les Algériens de voir ça et je pense que le mec n'y penserait même pas. Voilà, c'est juste mon avis, après c'est chacun ouais, son avis. écoute, et tu vois, t'es pas le seul à le penser, Red le Rouge pense la même chose dans le chat. Moi, je après, il l'avait annoncé avant le match, Oui, après voilà. il est Mais en règle avec ce qu'il a dit, voilà, mais c'est ça, il est moi ça cohérent me par rapport dérange. à ce qu'il a dit, mais voilà. Et oui, oui, ça commence par un coup de gueule de Baptiste, il est chaud. Bah, vous savez quoi, il est chaud, alors on va le calmer très vite. On va aller, on va aller, quoique, on va aller sur cet Uruguay Corée du Sud, sur ce 0-0 qui est venu sanctionner cette rencontre. Eh bien, je vais commencer simplement. Je vais commencer avec toi, Baptiste, puisque tu étais déjà lancé. De manière générale, ton avis sur ce 0-0 qui est finalement pas un si mauvais résultat pour la Corée du Sud, peut-être même pour l'Uruguay, on en reparlera après avec Jérôme, mais c'est pas forcément en soi un mauvais résultat. Ah bah non, c'est même un bon résultat pour la Corée du Sud puisqu'on pensait, personne ne pensait les voir gagner, que ce soit en Corée ou même moi, je l'avoue, personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent. Jérôme l'avait bien expliqué, dans son papier d'aujourd'hui, la Corée du Sud n'a pas battu l'Uruguay en coupe du monde. Et tout le monde se rappelle de 2010, ils l'ont ressorti là après le match en disant: «Bah, c'est un résultat différent de 2010». Park Ji-sung en a aussi parlé en disant que lui, c'était un de ses plus gros regrets en coupe du monde, c'était le match de 2010 donc voilà. Et surtout, c'est que le visage affiché par la Corée du Sud a été à des années-lumière de celui que je pensais, voir. Donc globalement, alors je pense que Jérôme, pour lui, c'est un match qui va être plutôt, négatif en termes de ressenti, mais pour la Corée du Sud, c'est un gros positif parce que 0-0 face à l'Uruguay, ils affrontent le Ghana derrière. C'est-à-dire que s'ils gagnent, et ben, ils ont 4 points et ils sont toujours maîtres de leur destin. C'est ça. Et c'est ce qu'a expliqué Son Heung-min à la fin du match. Il a dit: «C'est un super résultat parce que le Ghana est OK, l'équipe soi-disant la plus faible du groupe, ils sont sérieux, ils disent qu'il faut quand même y aller à fond, mais s'ils gagnent, ils s'offrent, une possibilité d'aller en en 8e, alors qu'une défaite, ça aurait peut-être été un petit peu plus délicat, pour la suite. Bah, disons que Donc
Disons qu'une défaite, elle t'orientait plus ou moins vers on va jouer la troisième place face au Ghana, quoi. C'est ça. Donc là, ils sont plutôt contents. Le visage a été assez, assez sympa. Ils ont bien répondu physiquement, même si on a vu qu'à l'heure de jeu, ils ont commencé à faiblir et ça, Paulo Bento l'a souligné en disant qu'ils avaient commencé à souffrir, sur le plan athlétique parce que les Uruguayens, ça rentre dans l'art, hein, on l'a bien vu et ils ont tenu le choc. Après, il a aussi expliqué, qu'ils ont joué moins haut, tout simplement parce que Kim Min-jae s'est blessé. On l'a vu, glisser, il s'est blessé à la cheville, sa cheville a un peu bloqué dans le sol, sur un débordement de Nunez et il est tombé et ça a même failli faire but derrière, Mmh, si Nunez avait mieux joué le coup mmh. et il a expliqué que pour compenser la blessure de son défenseur central, plutôt que de le changer, il a fait redescendre son équipe. Ce qui fait que la Corée, à partir de l'heure de jeu environ, était un peu plus en retrait et c'est vraiment les Uruguayens qui étaient, en possession du ballon. Mais globalement, ils ont bien répondu, ils étaient présents, ils ont même je trouve qu'ils ont même un peu mieux joué en termes de combinaison et de on va dire de plan d'attaque que les Uruguayens que j'ai sur enfin je m'attendais pas à ça de leur part, de surtout balancer devant et de jouer en contre et en plus les contres, ils les ont pas super bien joués la plupart, donc pour moi, c'est satisfaisant, le seul sujet, c'est que Son Heung-min a été transparent. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais il a été complètement transparent, alors c'est habituel, on va pas se le Ouais, cacher, tu l'as déjà dit hem, à de multiples reprises, hein, en disant: «Oui, c'est la star, mais attention en sélection, c'est pas bah, c'est le ça. véritable leader, quoi». Bah, c'est ça et il y a beaucoup de il y a à plusieurs moments, il a joué tout seul, en fait. Par moments, il pouvait centrer, il pouvait faire des choses, mais en fait, il a joué surtout tout seul, revêtir la cape du héros, voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire et c'est un peu décevant. Après, c'est vrai qu'il a été marqué, il a été très, très marqué par les Uruguayens. De toute façon, c'est comme en 86, hein, quand il y a Maradona, avec l'Argentine, la Corée, ils ont ciblé Maradona, ils l'ont défoncé, Ouais, c'était les lui, Uruguayens l'ont voilà pas et bah ciblé de la même manière que les Coréens avaient ciblé non, Maradona, Oui, hein. ouais. non, mais tu vois l'esprit, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont identifié le danger numéro un et ils l'ont marqué très fortement. C'est-à-dire que même quand il était dans sa partie de terrain, Caceres était sur son dos. Donc ils l'ont pas laissé jouer, mais ça n'a pas forcément profité aux autres joueurs. Voilà, c'est ça qu'on reproche aussi un petit peu. Mais globalement, c'était un bon match de leur part et voilà. C'était satisfaisant et je pense qu'il y a que, il y a pas à dire qu'il y a quelque chose de négatif sur le match, de la Corée. Voilà. Et ben, justement, on va aller voir de l'autre côté, par rapport aux sentiments. On reviendra un petit peu plus sur certaines choses du match, ensuite. Jérôme, même question qu'à Baptiste. Le sentiment général qui se dégage de ce match avant d'entrer, parce que je sais que côté uruguayen, on l'a évoqué en off, mais voilà, hein, de toute façon, ça s'est vu comme le nez au milieu du visage. Il y a eu des surprises sur la compo, il y a eu des surprises dans la façon dont l'Uruguay a abordé ce match-là, mais avant cela, le sentiment général qui prédomine à l'issue de la rencontre, ce 0-0, au final, c'est un bon résultat ou pas tant que ça? Non, ça va, qu'on soit bien d'accord, c'est plutôt un mauvais résultat comparé aux attentes, en Uruguay. Après il vaut bien c'est évidemment toujours le principe, quand on n'arrive pas à gagner, il faut toujours ne pas perdre, hein. C'est par rapport à d'autres équipes, qui ont chuté dans le premier match, bon, bah, l'Uruguay a quand même un point et son adversaire aussi qu'un point, donc c'est pas forcément un très mauvais résultat comparativement à si l'Uruguay avait perdu. Mais par rapport aux attentes, par rapport aux espoirs, c'est plutôt un mauvais résultat et avec quelques surprises, quelques débats. Rien de bien dramatique, c'est toujours que le premier match, hein, si l'Uruguay gagne les 2 prochains, il sort premier du groupe, mais c'est pas voilà, ça reste plutôt une déception. Eh ben justement, tu les abordes, ces quelques débats. On a eu, on l'a évoqué entre nous, mais on va l'évoquer ici. On a été surpris, hein, par cette compo, par ce 11 aligné. Finalement, Ovation n'avait pas totalement tort, hein, hier. Ils sont toujours bien informés, hein. Non, mais tu remarqueras qu'ils avaient pas mis Pellistri, ils avaient mis Exactement. Caceres. C'est un peu entre Moi les deux, en fait. j'ai mis Pellistri et j'espérais que ce soit pas Caceres. C'est en effet un peu entre les 2.
Heu, mais en effet, c'est les 2 points, enfin, c'est le côté droit surtout qui pose beaucoup de débat et puis alors par le côté droit, mais pas que, mais la titularisation de Vecino dans l'axe qui a fait qu'on a retrouvé, la principale réaction en Uruguay aujourd'hui est de se dire: «Tiens, on a retrouvé l'Uruguay de la fin de l'ère Tabarez que les gens, ne voyaient plus et n'espéraient plus trop voir», hein, pour être, tout à fait honnête, Parce qu'il ne avec fonctionnait ce pas. parce que ça fonctionnait pas, parce que c'est l'Uruguay, notamment qui a fait, si l'Uruguay a eu du mal à se qualifier, c'est parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls 0-0 à domicile, notamment contre le Paraguay et la Colombie, 2 équipes qui vont pas au mondial au final, donc des plutôt mauvais résultats, hein, dans les faits. Avec une équipe qui n'arrive pas à générer, le danger sur l'adversaire, avec une équipe qui a pas ce côté déséquilibrant, avec une équipe qui est facilement prenable en bloquant son milieu, ce que la Corée a fait de façon très intelligente et très bien, en faisant pas de pressing sur les défenseurs, en bloquant juste vraiment les 3 joueurs du milieu et après l'Uruguay a été pris comme un lapin, dans les phares d'un véhicule à pas savoir quoi faire pendant presque 1 heure de jeu. Donc on a retrouvé un petit peu cet Uruguay stérile, qu'on pensait avoir perdu avec les premiers matchs, d'Alonso et qui revient un petit peu malgré elle, auj malgré lui aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça a été finalement la mauvaise surprise et ce qui est assez terrible, c'est on voit ce 11, voilà, tu l'as dit, ça fait vraiment penser à la fin de l'ère Tabarez et même le contenu au final, bah, c'est pas une Oui. surprise au final quand tu vois ce 11, mais ce contenu-là, bah, c'est l'Uruguay de la fin de l'ère Tabarez tout simplement. C'est vraiment exactement ça, avec Pellistri en plus à la Ouais, limite, c'est si ça. Pellistri était pas sauf que, le Pellistri qui a fait quelques bons matchs à la fin, qui a fait 3 bons matchs contre le Paraguay, contre le Venezuela et contre le Pérou. Réussissait notamment parce qu'il y avait Araujo derrière qui montait beaucoup et qui dédoublait, qui apportait le danger, ce qui fait que Pellistri était souvent en 1 contre 1 et ça l'aidait. Là, il y avait derrière Pellistri, il y avait Martin Caceres qui n'a pas dépassé la ligne, centrale, puisqu'il marquait Son et qu'il a priori, il a plus les capacités pour continuer les courses, au fil du match. Ce qui fait que Pellistri s'est retrouvé tout seul, contre 2 et n'a jamais réussi à déséquilibrer quoi que ce soit. Et et on a l'impression que même Valverde et Bentancur dans ce système-là, pendant la première heure de jeu, ne sont jamais trouvés, parce que ça n'a au enfin voilà, qu'il y a vraiment un gâchis total. On va saluer Bah, c'est Goma. ce qu'on disait, Ouais, vas-y. Nico, pendant le match, on trouvait qu'il y avait en fait les 2 équipes ne jouaient pratiquement pas avec leur milieu de terrain. Ouais. Bah, C'était après impressionnant, l'Uruguay, il c'est-à-dire a fait que quasiment tout le match, hein, ils ont fait qu'allonger, hein, et alors quand tu vois oui. qui allonge, qui joue le rôle du David Beckham entre Godin et Jiménez, waouh! C et puis mais du côté coréen, à part, bah, on a bien vu, Jang Woo-young qui lui il est venu mettre des boîtes à tout le monde parce que, c'est l'atout physique de l'équipe. Alors il l'a fait cette fois, il l'a fait sans faire de grosses fautes comme il ne peut savoir le faire en étant en retard. Il y a eu Wang In-beom qu'on a vu, mais par contre Lee Jae-sang, on l'a pas vu du match. Alors il a fait un gros marquage sur Valverde pendant la majeure partie de la rencontre avant qu'il sorte, mais voilà, on l'a pas vu du match, comme on n'a pas vu le milieu de terrain de l'Uruguay. Donc c'était assez surprenant, de voir un match sans que les milieux de terrain ressortent. Ouais, et justement, alors on va saluer Goma76, merci pour le follow. On va saluer la blague de Biscuit Prince de Lu, hein, qui dit alors attends que je la retrouve parce que voilà. Vecino, c'est un bon voisin, Voilà, c'est c'est un bon ça? voisin, Vecino, voilà. Les hispanophones comprendront. C'est pour ça que Euh, je l'ai pas. ouais, c'est pour ça que tu l'as pas. Tu mettras Vecino sur Google. Mais J'ai peur. justement, non, non, c'est voisin. Ça veut Justement, dire voisin, ça ça veut c'est pas juste dire voisin. Euh, Jérôme, par rapport à ça, tu l'évoquais un petit peu comme cela par rapport à Bentancur. Euh, on n'a pas vu le Bentancur de la fin des éliminatoires. On l'a vu jouer très bas. On l'a vu ne pas prendre franchement le jeu à son compte. Et moi, j'avoue, dans cette espèce de rôle exaspérant où il joue en marchant, il propose pas grand-chose. En fait, ce système à lui ne lui convient pas à Bentancur. C'est aussi simple que ça. mais même enfin, Valverde a été élu joueur du match. On le J'ai voit un aussi peu plus. On le voit un peu un peu plus. plus et Pas un peu beaucoup, plus mais sur un peu la plus. fin Voilà, c'est aussi et ça. surtout sur la fin. Quand il y a De la Cruz. Le dernier quart d'heure à la limite est vraiment pour l'Uruguay et quand il y a De la Cruz, comme tu dis, quand il y a De la Cruz, quand il y a quelques changements. Sinon les 3 sont absents, pendant une bonne heure de jeu et en effet, Bentancur dans ce schéma-là est à chaque fois systématiquement complètement absent. Et c'est un gâchis total quand on voit les noms du milieu de terrain, de se dire que c'est Godin qui va tenter de faire des transversales vers un Suarez qui est aussi l'un des points dont on parle beaucoup
parce qu'il a quand même été, assez lénifiant, dans son jeu, dans ses réflexes, dans ses mouvements. Donc il y a quand même, c'est un 0-0 mais avec quand même beaucoup de commentaires et ce vague sentiment que pour la première fois, genre c'est vraiment là je le dis à titre personnel, hein, je veux pas mouiller, tous les Uruguayens dans ma réflexion, mais pour la première fois, on voit qu'il y a quand même 2 ou 3 joueurs, donc Caceres et Suarez par exemple, qui peuvent plus, qui sont plus haut niveau, qui doivent passer la main. Ça a été rare, ça s'est fait beaucoup au fil de l'eau pour les changements générationnels. Là, va falloir vraiment penser à autre chose. Alors je sais que, Suarez a priori son ticket pour continuer Mmh. à rester en attaque, mais c'est plus possible. Il y a un moment donné où il est sur la ligne de fond et le temps qu'il se retourne, le Coréen lui a pris 3 mètres. C'est triste, mais pour la première fois, il y a vraiment ce sentiment que c'est plus possible. On va saluer Paul Bismuth, Roméo et Lico Dingo dans le chat. Bonsoir à vous, messieurs. Je ne sais pas si on a vu le Bentancur version Boca, sous Vaincre, ou ni Sui version Juve, et comme tu dis, Frioul. On a surtout vu le Bentancur à qui ce système ne convient pas, et justement que Diego Alonso avait libéré en mettant ce nouveau système. Il va se poser une question. Alors je sais qu'il y a Marsona au-dessus, donc on va le chauffer parce qu'on va pas le dire à la brésilienne. Mais pourquoi pas des Arrascaeta dans cette équipe? Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé? Beh, c'est ce que tout le monde se dit. Alors tout le monde s'est posé cette question-là. Le milieu ces derniers temps était avec, De Arrascaeta, milieu gauche, alors milieu gauche, mais qui revenait, dans l'axe, en tant que numéro 10, créateur, enfin voilà donc qui rentrait dans cette composition et donc avec Pellistri côté droit et Valverde, Bentancur dans l'axe. Là, De Arrascaeta n'est non seulement était remplaçant, mais n'est en plus pas rentré. On parle de quelques, alors Alonso est un entraîneur qui est plutôt sur le côté secret, c'est-à-dire qu'il y a pas d'informations qui ressortent, mais a priori, ça bruise quand même de petits problèmes musculaires, qui fait qu'il l'aurait empêché de jouer, parce que sinon il y a pas de raison, il y avait aucune raison qu'il rentre pas. Il avait plutôt D'Arrascaeta était clairement au-dessus de la Cruz quand on regarde ses derniers matchs, les minutes de jeu et cetera. De Arrascaeta a été très bon, c'est lui qui marque le but qui qualifie l'Uruguay dans l'avant-dernier match contre le Pérou. Il y a aucune raison qu'il n'y soit pas, autre qu'un problème physique, et on n'est pas à l'entraînement tous les jours. Voilà. Mais il n'y avait pas de signe avant-coureur, Marcelin? Si? Si à Flamengo, ils jouaient la moitié des matchs, parce que en championnat, ils avaient lâché l'affaire, ils se concentraient sur les coupes. Mais pareil, c'était pas officiel, mais je crois que ça parle de Pubalgie, il n'était pas à 100%. Après, il arrivait quand même à jouer. Donc là, avec au moins 3 semaines de récupération, normalement, il aurait pu jouer. Je sais pas si c'est une blessure ou si c'est autre chose. Ok. Bon, on suivra ça. On va saluer Jirei 1764. Eh bien, écoute, bienvenue pour le direct et merci d'écouter l'émission en podcast. Justement, c'est une question un petit peu que j'aborderai après Nostromo sur la suite du parcours par rapport à ces deux équipes. On va revenir un petit peu du côté de la Corée du Sud avec toi, Baptiste. Justement, ce match-là, là, finalement, toi qui as souvent critiqué Bento, pour le coup, il a fait la mise en place tactique qu'il a faite, qu'il a proposée, a été efficace. Complètement. Après, il a pris des gros risques, hein. Il y a par moments, si les Uruguayens arrivaient à sortir correctement le ballon, ils éliminaient 6 joueurs d'un coup. Heu, Ouais, mais mais tu le vois, pré on s'attendait On à ce s'attendait à que, l'inverse, à qu'ils l'inverse. prennent moins de risques et que ça joue beaucoup plus Tu, en re tu, tu derrière. penses qu'il y a un effet Arabie Saoudite ou Japon en se disant, surtout Japon par rapport à la deuxième mi-temps, en se disant, si on agresse le gros, ça peut lui faire mal? Il y a ça et il y a aussi toutes les déclarations de Bento depuis le départ. Il a dit qu'il allait à la coupe du monde sans être inquiet et sans rien avoir à perdre. Donc je pense que là, il a atteint son objectif et en fait, il lâche les chevaux et c'est ce qu'on aurait plutôt voulu voir depuis le début. Parce que concrètement, tu faisais ça face à l'Allemagne ou à l'Argentine, lors de leur première mi-temps, tu te faisais éclater. C'est pas possible d'avoir on va dire tes 5 milieux de terrain au pressing aussi haut, une passe, qui les traverse, il y a plus personne. C'est-à-dire que tu te retrouves avec tes 4 défenseurs. Alors par moment, Kim Min-jae, oui, il a fait des placements un peu hasardeux par moment, mais c'était hyper dangereux. Ça a marché parce que l'Uruguay n'a pas réussi à trouver son milieu de terrain justement comme on le disait, donc Paulo Bento a réussi son coup là et là les Coréens donc dans la presse, ils se disent: «Bah, Bento a travaillé pendant 4 ans pour nous montrer ça».
Donc ils sont en train de se dire: «Bah, OK, ça paye». Sauf que je pense que là, c'est juste, le mec se dit: «Je suis à la fin, il me reste 3 matchs, on n'a rien à perdre, hop, on lâche les chevaux et on y va». Après tant mieux puisque ça permet de voir enfin la Corée du Sud jouer, beaucoup mieux parce qu'en 2018, ce qu'on avait vu, c'était catastrophique. Alors ça C'est ça. parlait beaucoup dans la presse de Shin Tae-yong, qui disait: «Ah, j'ai un plan, on va gagner» et cetera. On n'avait rien vu. Là, le mec, il a dit: «On n'a pas de pression, on y va, on va les regarder en face». C'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont plutôt bien fait. Et ça a été la bonne surprise. Tu évoquais la presse coréenne. Je vais montrer une que tu vas nous traduire, hein, parce que j'en suis parfaitement incapable. Déjà, mais en gros, ça revient un petit peu à ce que tu disais, hein, c'est ça, C'est hein, ça. En gros, c'est écrit, «Vous avez fait du bon travail» et puis après ça dit qu'il y a eu un match, il y a eu un match nul entre le Qatar, entre la Corée du Sud et l'Uruguay, au Qatar, à la coupe du monde au Qatar. Donc en fait, les 1 mots, je ne vais pas vous les lire parce que vous allez pas les comprendre, mais entre les 2 guillemets, ça veut dire: «Vous avez fait du bon job». C'est exactement ce qui ressort là, aujourd'hui, c'est que tout le monde est fier en Corée, du visage affiché. Donc, ils sont contents de la prestation défensive, même s'il y a des choses à régler. On a bien vu que Kim Jin-soo n'est pas du tout un joueur, défensif. Il a pris des boulevards dans son dos, c'était assez impressionnant. Mais l'attitude, l'implication, physiquement, ils ont été présents et en fait, ils ont un peu, on va dire régalé, parce que c'était pas non plus le match du siècle, mais ils ont fait plaisir à voir, aux supporters qui étaient derrière l'équipe. Tout le monde est content. Voilà, ce soir, tout le monde est content de la prestation, du résultat, et alors, il y a eu visiblement 26 000 personnes, rassemblées là où je vous en parlais hier au Gwanghwamun, la place, Gwanghwamun. 26 000 personnes juste après avoir eu ce qui s'est passé à Itaewon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde était content, ça s'est super bien passé et ils avaient besoin de ça. Ils l'ont dit, on avait besoin d'avoir du bonheur et donc ce match leur en a procuré et on espère quand même que ça va aboutir à quelque chose et pas que contre le Ghana et le Portugal, ça retombe dans les travers ou ce soit une cata. Ça serait bien de garder cette implication-là, ce pressing-là en plus parce qu'ils ont été assez forts au pressing et cette volonté de jouer vers l'avant, je sur les 2 autres matchs qui arrivent. Alors, je sais pas, par rapport à l'Uruguay, je vois la question d'Olive Imago dans le chat. Il y a un problème de surpoids du côté de Luis Suarez, Jérôme, tu partages cet avis? Non, non, Pas il est l'air, hein, fit, moi, il me semble fit. il y a pas de souci. Non, non, c'est un problème d'âge, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé pour Suarez, qui est un joueur qui est une idole, et il est difficile de détester, ce qu'on a tant aimé, mais je le déteste pas, le pauvre. Mais mais Bah, c'est mais toujours il est juste, compliqué quand ta légende, tu la vois, je vais pas dire tomber, mais tu vois que ça y est, que tu arrives à la fin, quoi. C'est le oui, syndrome Park Chu-young, je pense. oui, C'est qu'à un moment, il faut savoir dire je non, mais Non, c'est mais dans parce que l'image, c'est qu'à un moment, il faut savoir dire stop, en c'est fait ça, et par c'est rapport là à où ce que on a du mal à dire stop à ces mecs-là qui représentent quelque chose, alors toute proportion gardée, hein. Luis Suarez a une carrière, qui vaut, 50 milliards de fois celle de Park Chu-young, mais c'est qu'en à un moment donné, même si les gars ne sont plus au niveau, on les conserve parce qu'ils ont une aura. Alors que et là, je te rejoins, moi, sur le match, Luis Suarez, j'ai pas compris pourquoi il était là. Alors je comprends sur le nom, hein, mais dans la performance, il est resté beaucoup trop longtemps sur le terrain. Cavani est rentré, il a fait plus de choses en si peu de temps que Suarez sur l'intégralité du match. Oui, bah, ce qui est rigolo sur Suarez, c'est qu'il y a 12 ans pour le Corée du Sud, Uruguay, c'est lui qui marque les 2 buts. Mmh. Mais c'est assez impressionnant de se dire que c'était déjà il y a 12 ans, il y a plus 12 ans et demi même, hein, si on n'oublie jamais qu'on est en fin d'année. Hem et oui, là, il commence à avoir beaucoup de mal pour se retourner. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que là, pour le coup, par rapport au dernier match que j'ai vu avec lui, notamment avec National, c'est qu'il a pas passé son match à se plaindre auprès des collègues. Peut-être qu'en sélection, il ose un petit peu moins. Mais ouais, il était un peu à la ramasse. il était un peu à la ramasse. On évoquait la presse coréenne. On évoquera peut-être un petit peu rapidement l'histoire des attaquants parce qu'on vient de pointer Suarez. On voit à quel point en fait ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on le voit vieillir en fait tout simplement. C'est terrible. Et le syndrome Park Chu-young, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un joueur. Ben, on sent que c'est fini, que c'est vraiment fini. Et c'était la même histoire, hein, Park Chu-young quand on le voyait en championnat ces derniers temps. On se disait c'est pas, enfin c'est triste quoi, presque.
Bref, on évoquera un petit peu l'attaque parce que Nunez n'a pas été foufou non plus ce soir. Il en a Non, mais gâché, hein. dans l'activité, dans les mouvements, enfin, c'est autre chose. C'est-à-dire Ah qu'on oui. peut Ah, lui ça, repro ça, on ça, peut lui incontestablement. reprocher des imprécisions, des mauvais choix, mais il était là, il était Incontestablement. présent, physiquement, il était là dans les accélérations, il était là. Après, il va falloir Ah qu'il oui, son apprenne à faire les duel bons avec choix. Kim Min-jae était bon. Oui, voilà, si le pauvre défenseur se blesse, c'est presque à cause de l'accélération de Darwin Nunez. Enfin, c'est assez enfin, et voilà. Ouais. Et justement, donc je le disais, par rapport à la presse uruguayenne, dans l'ensemble, quel est le sentiment à l'issue de ce match? Un peu d'amertume, mais toujours cette idée que c'est le premier match, hein, donc à voir ce qui se passera après. Mais j'ai revu, enfin l'un des mots qui revient beaucoup est amertume et puis peu de saveur quoi pour le moment. Là, je vous Et mets la une Ovation a je vous fait mets la une d'Ovation. voilà, je l'ai pas sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Sabor a poco en un extraño con Voilà, peu de matices. saveur, bah, voilà, c'est ce que je disais un petit peu. Et et Ovation a fait tout un article sur les mèmes qui circulent sur internet et c'est tous sur le message de dire, «Tiens, Tabarès est revenu», quoi, voilà. Ouais, c'est terrible, c'est le ressentiment. Alors, Mais on va. ce qui est bien, c'est qu'on voit une différence, c'est-à-dire qu'en Uruguay, on se focalise là-dessus en disant que c'est sans saveur et cetera. Alors qu'en France, juste après le match, c'était: «Oh, l'Uruguay a touché 2 fois les poteaux, ils étaient à 2 doigts de gagner» et cetera. Enfin, si on regarde vraiment le match, le premier poteau, c'est une tête sur corner, et le deuxième, c'est en fin de match sur une frappe, très loin de Valverde. Ouais, le missile de C'est pas Valverde, non ouais. plus le match qui était incroyable où l'Uruguay méritait de gagner, non. Non, faut essayer d'analyser les matchs dans leur globalité pour se rendre compte qu'en fait la presse uruguayenne a raison, heu et leur sentiment, moi je le comprends tout à fait parce que même moi je pensais pas que la Corée pouvait faire un 0-0, avoir un résultat contre l'Uruguay et ils sont capables de mieux, on le sait et Jérôme le confirme et que là, c'est vraiment décevant de leur part. C'est Enfin, on s'y attendait pas. Moi, je vous dis, les 15 premières minutes, je me suis dit: «Bon, c'est la folie, la Corée, machin». Il y a eu les 15 d'après, là, l'Uruguay commençait à être bien dans le match. Je me suis dit: «C'est bon, c'est comme ça jusqu'au bout». Bah, finalement, non et je peux comprendre leur sentiment qui est assez logique, en fait. Oui, avec malgré tout aussi quelques points positifs, je peux pas te dire quel match a fait le gardien uruguayen parce qu'il a pas touché une fois la Oui, balle, il a pas eu d'arrêt à faire. défensivement, God ils ont pas non plus Go souffert. Godin a été plutôt solide, Caceres n'a absolument rien apporté offensivement, mais il a plutôt bien muselé Son dans la mesure, du possible et de ses capacités. Oliveira pareil côté gauche a pas apporté grand chose offensivement, mais bon défensivement ils ont pas pris de but. L'Uruguay a été assez peu en danger, Ah mais malgré complètement. tout Il y a eu qu'une durant le match. grosse action. En fait, il y en a eu que 2. Une sur la relance ratée en fin de match, De Rochette, ouais. que Son, tire à côté et celle de Wang Guizhou qui est complètement incroyable de louper ça à ce niveau-là. C'est Wang Mais Guizhou. sinon, oui, elle a pas été en danger, en fait. C'est bien, je pense, là, le problème, c'est qu'en fait, on parle surtout des défenses des 2 équipes, qui ont été très, très solides. Voilà, c'est pour ça que je trouve que le match a été très engagé et très dur physiquement, mais c'est parce que c'était un match, où les défenses ont tout bloqué, en fait et voilà. Mais il en faut des matchs comme ça, sinon, s'il y a que du foot 7-0 comme l'Espagne, c'est pas drôle. Bah, en même temps, Ouais. Et d'ailleurs, Caceres, je pense qu'il a pas d'amis en Corée, ce soir, Jérôme. Parce que comme je disais à Nico avant, il y a des photos partout de la chaussette de Son Heung-min, déchirée par notre cher ami Caceres sur son intervention en retard. Il a pris son jaune, c'est du football, hein, c'est un sport de contact, il faut pas non plus, Oui, mais les Coréens aiment Écoutez beaucoup, tiens. l'Uruguayen On qui touche parle pas à là. Son Heung-min. Il a un masque, en plus, il a un masque, maintenant il a la chaussette trouée, il a tout. Voilà, ils ont trouvé l'histoire de leur coupe du monde. Voilà. Bon, donc on le voit, il y a quand même donc 2 sentiments, plutôt satisfaction côté Corée du Sud et même, j'ai presque envie de dire, prestation encourageante, c'est-à-dire que les gens sont plus que rassurés, se disent: «Ah tiens, on va voir quelque chose», vous l'avez compris et côté uruguayen, bah, est-ce qu'on a peur en fait? On va conclure là-dessus. Est-ce qu'on a peur côté uruguayen là, on se retrouve avec 3 matchs sauce Tabarès pendant cette coupe du monde, est-ce que cette crainte existe? Non, bah, c'était plus justement, c'est de la surprise de voir ça parce Oui, que mais c'était pas du tout ce qu'on maintenant avait qu'on vu les l'a derniers vu, matchs. est-ce qu'on se dit: «Ah mince, parce que derrière tu vas avoir, enfin, tu vas jouer le Portugal à un moment», tu vois?
Oui, Bah, bah, le c'est le prochain prochain match est le match. Portugal, le prochain match est le Portugal et encore une fois, c'est la subtilité du match nul dans ces poules. Le match nul est pas un mauvais résultat. Si tu fais, s'ils battent le Ghana sur un score assez large, l'Uruguay est qualifié, peu importe ce qui se passe contre le Portugal. Hem et Ça après, dépend. Ça oui, bon dépend. après voilà, Parce que il y aura si tout tu un parce que si tu perds contre l'Uruguay et que la Corée, si tu perds contre le Portugal et que la Corée gagne face au Ghana, je t'avoue que Paulo Bento avec son Portugal, ils sont capables de te faire un Ah, ils te 0-0 font de un merde. 0-0 des familles, ouais. bon, on verra, mais il y a pas de complexe par rapport au Portugal. C'est-à-dire qu'il y a pas cette idée, Ah non. Et parfois puis des surtout, autres équipes, que les autres équipes peuvent avoir contre les équipes européennes. Le Portugal, l'Uruguay l'a déjà battu, il y a 4 ans, donc il y a pas vraiment de complexe. À voir. Non, ça reparle pas vraiment de ça. Ça parle de temps en temps de cette petite idée magnifique, d'aller battre le Brésil, 1-0 en huitième, mais pas beh, Ça y on va est. dire Alors hier, ça chauffait à distance entre ces derniers temps, ça a chauffé à distance avec pauvre Marcelin, hein. Hier c'était Baptiste, hein, qui te chauffait sur le Brésil en huitième. Ils y seront pas, blablabla, blablabla. Déjà, je pense qu'aujourd'hui il le dit un peu moins. Maintenant, ah c'est non, non, ils le seront pas, je maintiens. Le Cameroun va gagner 4-0 face au Brésil. regarde-moi la sérénité du bonhomme au-dessus de moi, rien ne l'atteint, quoi. Donc voilà, juste une précision pour conclure sur cette page Uruguay-Corée du Sud, pour Aigle Rouge. On critique pas, hein, l'ère Tabarès, on critique la fin de l'ère Tabarès. L'Uruguay qu'on avait vu qui était à bout de souffle, enfin à bout de cycle, et qui n'avançait plus. Et c'est ce qu'on a retrouvé aujourd'hui. Donc c'est pas chez nous que tu vas trouver des gens qui vont beaucoup critiquer l'ère Tabarès, hein. On est d'accord, hein, Jérôme? Oui, bah, ça oui, ça entièrement d'accord. Je peux citer les matchs, les purges 0-0 de la fin de l'ère Tavares où l'Uruguay était solide, mais ne créait absolument rien offensivement, qui ont failli coûter la qualification parce qu'au final, perdre contre le Brésil ou l'Argentine sont des choses qui arrivent. Mais quand l'Uruguay était en difficulté, c'est parce que justement, ils faisaient des matchs nuls contre le Paraguay, contre la Colombie, comme je le disais tout à l'heure. C'est ces matchs-là qui ont coûté la tête, à Tavares, peut-être plus que le 4-0, Ouais. c'était 4-0 contre le Brésil, ouais 4-0 il me semble, ouais et mmh et c'était souvent ces matchs-là étaient souvent avec cette triplette au milieu de terrain qui est vue comme quelque chose de magnifique parce que ces 3 joueurs qui prient individuellement, bon surtout Betancourt et Valverde sont des joueurs quand même très très fins techniquement. Vecino, commence à avoir perdu un peu de crédit, au fil des matchs. Mais cette triplette-là marche pas. Il y a besoin de déséquilibre, il y a besoin de plus d'allant offensif et il y a besoin de joueurs sur différentes zones parce que sinon les Coréens ont réussi, alors qu'Alonso était un petit peu secret et voulait pas dire qui allait jouer où. Les Coréens ont réussi à très bien lire comment bloquer les 3 joueurs au milieu de terrain qui fait qu'après il y aurait plus aucun ballon qui passerait, sans que ce soit une large, transversale. Et c'est un petit peu ce que voilà, donc c'est assez simple à défendre et c'est un petit peu ce qu'on voyait beaucoup sur la fin de C'est ça. Tavares, qu'on ne voyait plus sur les premiers matchs, d'Alonso où il y avait du jeu sur le côté, il y avait du dédoublement avec les latéraux, des choses qu'on voyait pas avant et qu'on n'a pas revu aujourd'hui. Alors, parce que Araujo est blessé aussi, parce que, a priori de Arrascaeta est pas à 100, mais il y avait quand même, je pense, d'autres possibilités. Quand on voit le remplacement en fin de match de Pellistri pour, Varela, on j'ai je pense que je suis pas le seul, mais, il y a les yeux qui sont un petit peu sortis de leur orbite, en mode, c'est quoi le dessin animé où les yeux sortent de l'orbite du renard là? Ouais, c'est le loup. Enfin, C'est C'est voilà. les Tex Jojo Avery. Rabbit, non? C'est pas un truc comme ça? Voi Oh, Tex Avery. Les Tex Avery. voilà, bref, donc c'était un petit C'est peu pour les ça vieux, parce ça. que bah, c'est pour ça que je te pose la question Nico, mais s'il y avait pas vraiment de jeu qui fait rentrer un défenseur droit, un latéral droit Bah, pour le pour le disons poste que de Varela, on aurait bien aimé le voir, mais à la place de Caceres. oui, voilà. Alors peut-être il avait peur de Son, c'était pour le premier match, mais c'est l'un des inconvénients, c'est que voilà, je pense qu'il fallait pas jouer forcément avec la peur au ventre, pour le match et c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui a peut-être coûté à l'Uruguay plus d'allant. Je pense qu'on l'a bien vu sur les Coréens en fin de match, si ça avait joué plus au football plus longtemps, plus au pied, je pense que, il y avait quand même une supériorité. Après c'est très relatif et c'est très compliqué à dire comme Ouais. ça Après, après le match. sur la fin de match, juste, pour conclure, la Corée, les changements de Bento sont assez particuliers. Na fait le meilleur match sur les 3 joueurs sur la ligne offensive, hors Wang Wijô qui est neuf et lui qui méritait de sortir. Tu ne sors pas Na surtout pour faire rentrer Son Juno
qui est un milieu de terrain défensif. Donc en fait, il a vraiment reculé tout son bloc, ce qui a permis au milieu de terrain uruguayen de là, pour le coup, Pouvoir de commencer à jouer, sortir ouais. et de pouvoir commencer à jouer et à toucher des ballons. Parce que Lee Jae-sung était vraiment au milieu des 2 mecs et était sur le dos de Valverde pendant toute la partie tout le match, pardon. Et là, ils l'ont enlevé et ils ont enlevé Nassango, c'est-à-dire que Lee Kang-in est rentré. Alors oui, il a fait quelques trucs intéressants, mais on a perdu cet impact de transition avec Nassango qui le faisait parfaitement et on a perdu ce brouilleur de ligne qui était, Lee Jae-sung puisque Son Jono a joué plus bas et donc il a tout reculé, ce qui a permis à l'Uruguay de mieux jouer, de mieux sortir les ballons et cette fois de mettre vraiment en danger la Corée du Sud. Donc il y a quand même si on a l'euphorie parce que c'est 0-0, on a quand même des choses qu'on peut régler du côté de Paulo Bento et pour les prochains matchs. Ouais, ben Ah, voilà. si tu as l'euphorie pour le 0-0, alors là, je sais Non, plus mais quoi c'est dire. qu'ils sont. En fait, il y a un côté rassurant. Et franchement, par rapport au contenu et la volonté, c'est ce que disait Baptiste, on va conclure là-dessus, mais sur la volonté de produire quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu de la Corée de Bento. Quand tu joues contre l'Uruguay et que tu vas exercer un tel pressing, mettre une telle intensité, alors ça s'est pas traduit en action, en occasion véritablement dangereuse, même je peux enlever le véritablement, en occasion dangereuse, mais dans l'attitude, c'est quelque chose qu'on voyait pas trop C'est de ça, cette Corée de Bento. Et c'est pour cela, et je traduis un peu c'est hein, ça, ce que dit Baptiste, exactement. que ce 0-0, bah, tu parlais de saveur amère pour l'Uruguay, il a une saveur plutôt sucrée pour les Coréens. Bah, en fait, la saveur amère, elle est de se dire pourquoi pendant 4 ans on n'a pas eu ça. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que les mecs sortent de 4 ans où Après, si tu ils ont l'as là bouffé de et la que tu vas en merde et huitième ou en quart, t'es content. Hein. bah Si oui, tu sors de ce groupe-là et que tu te dis je me suis tapé 4 ans de rien du tout pour arriver à là, tu es content. Mais par contre, si pendant 4 ans tu avais eu ça, tu serais peut-être un peu plus optimiste de sortir de ce groupe c'est vrai, au tirage. c'est vrai. Le problème, c'est qu'on n'a rien vu et c'est pour ça que les mecs sont un peu euphoriques en se disant: «Mais on a enfin vu une équipe qui tourne». Voilà, c'est surtout sur ce plan-là qu'ils sont euphoriques. Alors c'est vrai, le 0-0, c'est pas non plus le truc incroyable, mais voilà, c'est sur la prestation en elle-même par rapport à ce qu'on a été habitué de voir. Enfin voilà, donc voilà pour conclure sur cette Uruguay-Corée du Sud. Vous voyez deux types de sentiments. Et surtout, on vous donne les deux sentiments des deux pays. Hein. Comme disait Baptiste, ça n'a pas été vraiment fait. En même temps, hein, on va pas trop ouvrir de débat là-dessus, mais ça a été assez compliqué au niveau des commentaires et de l'avant-match hein, Ouais, sur alors, Bein. si Mais vous bon, avez suivi le bref, match sur beIN, il y a aucun Coréen qui est le bon. voilà. Voilà. Alors, Celui qui a touché le ballon, et c'est c'est jamais le l'homme bon qui nom. est spécialiste du massacrage du massacre de non-coréens pendant les lives qui vous le dit, ils ont Mais été encore plus forts que moi. Hein. mais après, ils ont quand même avoué, à un moment, il a dit: «Je vais prendre la facilité, je vais dire que les noms de C'est famille» vrai, c'est et vrai. Omar Da Fonseca, lui, il s'est pas fait chier dès le début, Son, c'était Son. Voilà. Ouais, Allez hop, Son, il touche le ballon et cetera. Voilà, c'était, mais c'est Omar, voilà, mais Omar, c'est c'est Omar, on Omar. ne touche pas à Omar. Il est toujours parfait. Voilà, bref, pour cette Uruguay-Corée du Sud, entre les deux, il y a eu la victoire du Portugal face au Ghana dans ce groupe, justement, qui permet aux Portugais d'arriver leader avant d'affronter l'Uruguay lors du prochain match. Et puis, celui qui terminera second de ce groupe-là va forcément croiser sur son chemin euh, Ou un pas. certain Richard Lisson, ou pas, ou pas, on verra. Mais regarde-moi comment il est serein, Marcelin. Euh, On va le faire trembler, t'inquiète ouais, pas. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éléments pour le faire trembler avec le match face à la Serbie. Comment il a été reçu ce match au Brésil? On va montrer dans un instant une petite vidéo que tu nous as envoyée sur le deuxième but de Richard Lisson, celui qui est sur la photo là. Dans l'ensemble, ton sentiment sur ce match et comment il a été reçu ce match-là au Brésil, la performance globale de l'équipe? Écoute, ça a fait la fête. On l'a dit déjà hier que les Brésiliens étaient assez sereins avant le match. Même la première mi-temps, même si un 0-0, il y a un Brésil qui était quand même dominateur. Et on sentait que la différence pouvait être faite en seconde période, et ce qui a été le cas. Donc, on va dire une entrée très convaincante pour le Brésil. Entrée assez convaincante, même si ça a été un petit peu long à se dessiner hein, à la mi-temps, c'était pas. Alors, c'était assez amusant parce que bon, toi, tu l'as pas vu à la télé française, forcément, t'es à Rio. Ce qui est très drôle, c'est qu'à la mi-temps, ils sont furieux, oui, c'est quoi ce Brésil, machin. Et en deuxième mi-temps, ça y est, c'est le retour du Jogo Bonito, c'est machin. En fait, on a eu un Brésil habituel, c'est-à-dire un Brésil patient, concrètement. Oui, j'ai pas trouvé que c'était inquiétant après la première mi-temps. Il a juste manqué un petit peu de réalisme
sur la finition justement. Mais on a vu déjà, j'ai bien aimé moi, le match de Rafinha. Après, je sais pas si du coup c'est un avis général, parce que j'ai vu les notes là sur Globo, je crois qu'il y a eu 5,5 sur le public 6. J'ai bien aimé son match. Vinicius aussi à gauche, il était très percutant. Donc je trouve même sur la première mi-temps, franchement, j'étais assez satisfait. Et même si, avec un match nul, c'est comme l'Uruguay par exemple, c'est pas perdu si tu fais un match nul d'entrée. Après, tu as encore 2 matchs où tu peux faire la différence. Donc pour moi, même pour la première mi-temps, j'étais pas. Ouais, donc voilà. Bah écoutez, vous savez quoi, je parlais à l'instant de ce fameux but de Richarlison. Bah, je vous propose, parce que Marcelin, il n'était pas dans sa pièce, là, devant sa caméra, il était en bas dans la rue. Et justement, je le disais, hein, je montrais je montrais la photo, je l'ai montré rapidement. Voilà, ça y est, hein, on s'est décoré aux couleurs de la Coupe du Monde un petit peu partout au Brésil. Il y a plusieurs photos, mais voilà, vous les découvrirez peut-être un peu plus tard. On va regarder justement comment du côté du Brésil, on a vécu ce but de Richarlison, le deuxième, hein, pas le premier. Levaram pro Vini, tocou de novo. Vinícius vai encarar a marcação, entra dentro da área, coloca de trivela, Richarlison! O segundo gol dele, rumo à artilharia da Copa, povo, que golaço! Voilà, on l'a bien célébré. Et bah justement, bon, franchement, ce but-là va être déjà dans les plus beaux de la Coupe du Monde, je pense. Hein. On va pas, parce qu'il est. D'ailleurs, c'est le même que Klinsmann, même si je Non, ce sais que n'est tu veux pas pas que je le le dise, même que c'est le Klinsmann. même que Klinsmann. C'est le même que Klinsmann. Voilà. Alors Sauf ça. que lui, il lève la jambe. Ouais, Voilà, sauf c'est que tout. lui, il nous envoie un ciseau en se retournant, en allant très très vite, en allant chercher un ballon très haut, ce que ne fait pas Klinsmann. Ouais, non, mais t'es juste jaloux parce que c'est Klinsmann. Ouais, Mais voilà. même pour le Brésil, dans l'histoire de la Coupe du Monde, même si on a eu des très beaux, je pense à Ronaldinho par exemple contre l'Angleterre ou Branco, enfin il y en a eu beaucoup, mais même pour le Brésil, David Luiz aussi contre la Colombie, même pour le Brésil en Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de buts, c'est l'un des plus beaux aussi de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde. Ouais. Et enfin, pour moi, en tout cas. ouais, bah écoute, ouais, y a une petite question par rapport à cela, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait, Nostromo qui nous dit que le Brésil a été très patient et dominateur, et forcément quand elle accélère, on voit qu'elle fait très très mal. Ce Brésil-là vraiment a contrôlé son match, hein, pour le coup. Ils sont arrivés avec c'était assez drôle, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aux commentaires en France, c'est-à-dire que le Brésil fait office de favori. Hein. Marcelin n'a pas encore cousu sa 6e étoile parce qu'il sait pas où la placer, mais bon, c'est pas l'envie qui lui manque. Ah, tu vas faire comme Neymar et colle Neymar juste au-dessus. Ok. Peut-être qu'ils feront 3-3, fais gaffe. Hein. C'est jamais. Hein. Mais et justement, à la mi-temps sur Bein, ça disait bah, on voit pas un favori aujourd'hui. Justement, j'ai presque envie de dire on a vu d'autres équipes qui sont annoncées favorites. Indépendamment de la manière du résultat final, on a vu des équipes qui maîtrisaient pas forcément complètement leur match. L'Argentine a été dominatrice, mais elle n'a pas maîtrisé son match. D'ailleurs, le match lui a échappé, donc c'est synonyme que ça. Le Brésil, dans l'ensemble, a totalement maîtrisé. Ils sont pas en danger dans ce match. Ouais, j'ai envie de dire, on a vu le Brésil de Tite, en fait, Ouais, qui effectivement qui a jamais été en danger. Même si oui, il part pas à l'attaque pendant 90 minutes. Enfin, c'est un football qui n'existe plus. Hein. Enfin, en tout cas, Tite ne le pratique pas. Et donc, non, je pense que pour le Brésil, c'est très satisfaisant. Et oui, effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir un Brésil qui va partir à l'attaque pendant 90 minutes. C'est une équipe qui sait gérer le match, même quand il y a 0-0 à la mi-temps, on voyait qu'ils n'étaient pas en panique. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Alors, il y a quand même une ombre à ce tableau brésilien. J'allais presque te dire encore une fois, mais oui, encore une fois. Il y a une ombre qui s'appelle Neymar, sorti sur blessure. J'ai pas bien, j'avoue, je reconnais ne pas avoir bien vu l'action, donc je pourrais pas trop dire. Si l'un d'entre vous a vraiment bien vu l'action, qu'il en parle dans le détail. On a vu des images où il pleurait sur le banc. J'imagine qu'au Brésil, là, on est en train de s'inquiéter très fortement, non?
Oui, forcément, même si je pense aussi l'un des points positifs de ce match, c'est qu'on ne sent pas une Neymar dépendance comme ça avait été le cas en 2018. Mais là, il a fait un match finalement correct, quoi, mais pour moi, ce n'était pas le meilleur joueur du match. Et après, oui, il est sorti sur blessure en pleurant, donc c'est jamais bon signe. Après, j'ai revu les images. Bon, il y a une bonne torsion, mais je pense pas que sa Coupe du Monde soit terminée, quoi. Je pense pas qu'il y ait de Ouais. fracture de la cheville. Et après, ils ont gagné le premier match. Donc, s'il est trop juste pour le deuxième, peut-être qu'après, tu peux assurer la qualif dès le deuxième match et le revoir qu'en huitième de finale. Enfin, on verra après sur les examens. Mais du coup, forcément, c'est inquiétant de le voir sortir sur blessure. Mais oui, je pense pas que sa Coupe du Monde soit terminée. Et Mais après, il on est va se peut-être poser la pas question. sorti pour précaution plutôt. De se dire, bon, on gagne 2-0. Bah, c'est ce qu'on se dit, sauf que derrière, on le voit pleurer sur le banc. Oui, Ouais, c'est mais ça. Ouais. comme disait Marcelin en off, il pleure beaucoup parce qu'il est sorti, il marchait. Je Et il dis ça, boitait. je dis ça. Il boitait. Si t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, Oh, le mec, il t'as dit ça. balance. Ah, je balance, je m'en fous. Je vais le faire trembler, le Brésilien, tu vas voir. Non, parce que on l'a pas vu non plus énormément boiter en sortant. Il marchait correctement. Quand il s'est fait mal à la cheville avec le PSG, il marchait carrément pas. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est un peu le même style de blessure que Kim Min-jae. C'est que juste on l'a sorti par précaution parce que c'est la star de l'équipe et qu'on pouvait faire sans lui pour terminer le match. Mais je le vois pas. Enfin, quand on le voit marcher, ça me paraît très bizarre qu'il soit absent pour toute la durée du mondial. Oui, non, franchement, pour toute la Coupe du Monde, je pense pas. Après, bon, une entorse, c'est quand même handicapant, même sur les jours suivants, parce que la cheville a quand même tourné. Après, c'est sûr qu'il allait sortir, même s'il n'y avait pas grand-chose. Donc, on verra, je pense, demain, déjà, on aura un peu plus d'infos. Et après, on va peut-être se poser la question du remplaçant s'il est forfait pour le deuxième match. Parce qu'on a parlé un peu de tous les grands, enfin, le nombre d'attaquants, il y en a 8 ou 9, mais dans le profil de Neymar qui peut jouer en soutien de Richarlison, il n'y a pas forcément de joueurs, soit des ailiers, soit des attaquants de pointe. Donc à voir si Tich repasse par exemple avec Fred qui a joué aussi en fin de match au milieu de terrain, ou sinon moi je vois plus Martinelli en fait pour remplacer Neymar s'il y a besoin. Alors, il y a quand même quelques photos qui commencent à circuler. Je n'ai pas eu le temps de. Enfin, elles viennent d'arriver. Je viens de les voir passer. Je vais vous mettre un lien dans le chat vers un article de Globo où on voit des photos justement de la cheville de Neymar. C'est quand même bien enflé. Donc, attention quand même. Voilà, il y a quelques photos qui sont affichées là-dessus et on voit qu'il y a, voilà, il y a un hématome quand même au-dessus de la cheville. À suivre donc. Pas impossible, comme dit Marcelin, qu'après cette victoire-là, prochain match, c'est la Suisse, c'est ça? Oui, contre la Suisse. Ouais. Le lundi, je crois, à 13h, 17h en France. Donc pas impossible qu'il soit aussi ménagé. On va voir comment ça va évoluer parce que ça va vite. Mais comme disait Baptiste, il marchait somme toute assez correctement en sortant. Donc voilà, ça va quand même être la grande question. On parlait de la sérénité brésilienne, Marcelin. Bah, on peut pas être serein jusqu'au bout. Il faut toujours se faire une petite frayeur comme ça. On va voir. Peut-être que effectivement c'est grave et que c'est fini. Ça posera d'autres questions à Titch si ça arrive quand même. Non, ça n'arrivera pas. On va pas se porter la poisse. J'ai Non, mais oui, déclenché un c'est sûr effet que halo. ça va être la. Mais ça va être, je pense, la grande question. Effectivement, sur le match, on a vu un Brésil serein. Et donc, il n'y a pas trop de motifs d'inquiétude au niveau du jeu. Donc, ça va être la récupération de Neymar, même si, encore une fois, par rapport à 2018, je trouve qu'il n'y a pas cette dépendance qu'il y avait au même éliminatoire. C'était beaucoup Neymar, Paqueta. Même là, Paqueta, je trouve qu'on ne l'a pas trop vu. Et finalement, c'est d'autres joueurs et même le collectif qui ont brillé. Donc, c'est plutôt positif quand même pour le Brésil. Et c'est même, on va finir là-dessus, c'est même là où c'est intéressant dans la progression du Brésil de manière générale. Tu parlais justement, il n'y a plus trop cette dépendance. On l'avait vu par exemple, cette dépendance aussi pendant la Copa América, la dernière, où l'Argentine par exemple, en bloquant parfaitement, tu l'as dit, Neymar et Paqueta, elle avait géré son match, elle avait quasiment jamais été en danger. Là, tu l'as dit, bon, Ney fait un match quelconque pour du Neymar, on va dire. Et Paqueta, effectivement, on le voit pas, et pourtant, ça fonctionne tranquille.
Ouais, après, on a dit aussi, Titch, il disait qu'il avait l'équilibre, même juste en mettant Casemiro, Paqueta. Et c'est vrai qu'on n'a pas senti un déséquilibre au milieu, parce qu'il y a les latéraux aussi qui ont été discrets, mais finalement qui ont fait ce que l'entraîneur demande en venant apporter au milieu de terrain. Donc on a un Brésil équilibré. Et ouais, j'ai bien aimé aussi Vini et Rafinha. Après avoir sur la suite de la compétition, quand tu arrives en huitième, quart de finale, parfois tu as des joueurs qui peuvent briller en phase de poule, et quand l'adversité est plus forte sur les matchs en jeu, ça devient plus difficile. Et là, peut-être que l'équipe se reposera plus sur Neymar. Ça sera à voir au fil de la compétition. Ouais, voilà. On va pas s'avancer, Nostromo, sur est-ce que Neymar pourrait louper la fin de la phase de poule. On va pas s'avancer. Il y a ces images qui commencent à circuler, notamment, je vous ai montré le lien avec Globo. On va attendre, on va pas s'enflammer non plus. Le Brésil a gagné 2-0. On va revenir sur un dernier rappel des résultats du jour avec la victoire de la Suisse 1-0 face au Cameroun. Le match nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud 0-0. Et la victoire du Portugal 3-2 face au Ghana. Et donc cette victoire du Brésil qui voilà, a tranquillement dominé la Serbie. Voilà pour les matchs du jour. On va se projeter un petit peu sur les rencontres de demain. Et le menu de demain, le voici. Ça va démarrer à 11h, comme tous les jours. Il n'y aura pas de secret. Ça va durer comme ça pendant toute la phase de groupe. Pays de Galles-Iran pour démarrer au petit-déj. Enfin, je ne sais pas si 11h on peut parler de petit-déj. Certains parlent d'apéro. Je ne sais pas. Libre à vous. Qui sera suivi de Qatar-Sénégal à 14h. Ça va jouer très très gros côté Qatar. Aussi côté Sénégal, bien évidemment. Surtout après l'entrée en lice. Le perdant est mal barré. Le perdant est dehors, quasiment. Enfin, non, pas mathématiquement, mais bon. Voilà, quoi. Ouais, on va garder ta formule. Le perdant est mal barré, mais c'est vrai qu'après la prestation du Qatar en entrée, si on se place côté sénégalais, s'il n'y a pas victoire du Sénégal, ça va être compliqué quand même. Hein. Ah, s'il ne gagne pas, oui. Parce qu'après, derrière, il se tape l'Équateur, qui peut avoir quelque chose à jouer encore. Qui, et c'est ce qu'on va aborder dans un instant, veut arriver à ce match-là en ayant quelque chose à jouer. Donc Pays-Bas-Équateur, ça sera à 17h et ça sera d'autant plus intéressant que ces équipes-là connaîtront le résultat de Qatar-Sénégal parce que ça peut conditionner pas mal de choses. Donc attention. Et évidemment, donc ensuite à 20h, il y aura Angleterre-États-Unis. On va dire quelques mots sur ce Pays-Bas-Équateur. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité des derniers jours côté Pays-Bas, Baptiste. J'ai oublié de te demander ça avant l'émission. Non, j'ai pas suivi. Par contre, moi, je m'avance, je peux te dire que les Pays-Bas sont déjà qualifiés avant même le match de demain. Sur le dernier match face au Qatar. Donc, normalement, c'est bon, mais on ne sait parce jamais, que, tu sais. parce que même si le Sénégal gagne, l'Équateur gagne, il y a 6 points, et les Pays-Bas, ils vont foutre une rouste au Qatar. Donc, ouais. On va voir. On verra Ouais, demain. regarde. On verra demain. Ça revient un peu à dire que l'Argentine, après son premier match facile gagné contre l'Arabie Saoudite, avait déjà un pied en C'est ça. huitième. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que vaut mieux être précautionneux parce que les victoires assurées, voilà, on l'avait suffisamment dit. Et on l'a même. Tu vois, il y a même des matchs que. On est d'accord que le Qatar, pour l'instant, n'a pas produit ce qu'a montré l'Arabie Saoudite ou ce qu'a montré le Japon. Mais tu vois, par exemple, typiquement, l'Argentine, ça devait clairement pas perdre face à l'Arabie Saoudite. On va pas revenir sur le match, mais tu vois, au final, ils ont perdu. L'Allemagne, à un avant-match, même nous la veille, on avait dit bon, imaginez le Japon gagner face à l'Allemagne, non. Voilà, au Oui, final. Mais tu vois, mais on sait jamais, on on part sait quand jamais, même parce que de certitude que le Qatar n'a pas ce qu'a pu montrer on n'a pas Japon, Arabie Saoudite, quoi. On n'a pas vu. Alors, on l'a déjà dit sur le Qatar qui est en fin de cycle, qui a peut-être été prêt trop tôt. On ne sait pas. Il y a eu cet impact émotionnel. On va voir comment ils vont rebondir. On va voir. Il y a vraiment là, ça va être blanc ou noir. C'est-à-dire que soit ils sont tombés au fond du gouffre et ça va être terrible encore, soit ils ont une capacité de rebond, de résilience et là, ils vont faire quelque chose. Après, attention, parce que voilà, il va y avoir. On va voir. On va pas trop s'avancer non plus. Et Je justement, m'avance. Moi, je me permets. ouais, mais tu veux lancer un effet LO, toi, c'est ça. Ah non, pas sur les Pays-Bas, surtout pas. Surtout pas. Parce que s'il n'y a plus la Corée, après, il ne reste plus que la France et les Pays-Bas. Donc, me crame pas mon joker maintenant.
Et justement, tu évoquais ce dernier match avec cette possibilité que donc les Pays-Bas soient qualifiés et que les autres jouent sur le dernier match. C'est tout à fait la mission que s'est fixée Alfaro avec l'Équateur. Alors, Alfaro a dit que, évidemment, comment dirais-je, normalement, c'est un match que l'Équateur, sur le papier, doit perdre. Voilà. Il l'a dit Sur le clairement. papier. Sur le papier. Voilà. Et Et il a il a raison. expliqué que c'était la même chose quand il jouait contre l'Argentine ou le Brésil. Sur le papier, l'Équateur, ça doit perdre. Voilà. Bah, historiquement, Oui, comme on le disait, le vécu c'est fait ça. que les Pays-Bas, normalement, doivent gagner. Sauf que bon, tu vois, au final, les deux derniers matchs contre l'Argentine et contre le Brésil, ils n'ont pas perdu. Donc c'était à Quito, d'accord, ok, blabla. Sauf que ils n'ont pas perdu. Bref, et donc lui, sa mission et la mission que s'est fixé Alfaro, c'est de dire déjà, nous, on n'a rien à perdre. Partant de là, on n'a rien à perdre. Mais surtout, on est là pour imposer, pour montrer notre jeu. Tu vois, c'est vraiment ces discours qui ont changé. C'est ce qu'on a vu avec le Canada, c'est ce qu'on a vu avec les États-Unis. On est là pour mettre voilà. On a un style de jeu, on a une façon de fonctionner. On va pas changer parce qu'on joue contre les Pays-Bas. Il a expliqué qu'il n'était pas là pour, en gros, hein, il le dit pas comme ça, mais qu'il n'était pas là pour garer le bus. Et puis on verra quoi. Jouons libérés, chose que le Costa Rica par exemple n'a pas fait. On a vu ce que ça a donné au final. C'est intéressant hein, de voir cette évolution-là. Mais l'objectif de l'Équateur, c'est justement d'arriver au dernier match en se disant, eh bien le dernier match, si on le gagne, aborder ce dernier match avec la possibilité d'une qualification en cas de victoire. Et c'est justement ce qu'expliquait Alfaro en parlant de joker. Il disait que dans une phase de groupe, tu as toujours un joker. Et que eux, pour l'instant, bah, ils l'ont pas grillé. Donc, donc l'objectif, c'était d'essayer de le conserver. Voilà, concrètement. C'est pour ça que je te dis que même si demain l'Équateur gagne, je pense que le Sénégal va gagner et que l'Équateur peut gagner. Et si l'Équateur gagne, les Pays-Bas, ils auront juste à battre le Qatar, pratiquement, pour se qualifier. Ouais. Et je pense que c'est pas faire injure au Oui, oui, Qatar, oui, mais oui. de penser que les Pays-Bas sont pratiquement déjà qualifiés parce que quelle que soit la situation, la qualification sera Équateur ou Sénégal. Après, C'est pour ça que tu peux aussi regarder que l'objectif peut être aussi un peu la première place à un moment donné, d'être un peu ambitieux oui, au-delà de oui, tout à fait. parce que Mais s'ils perdent demain contre l'Équateur, tu as raison sur un point, ils vont se qualifier. Ils se qualifieront sans doute à la 2e place dans ce cas-là. oui, Exactement. et après, il faut regarder avec C'est qui ils coupent. Je sais plus avec qui ils coupent. Bah, avec l'Angleterre. avec l'Angleterre. Tu auras un Pays-Bas-Angleterre en 8e s'ils terminent 2e, alors qu'ils peuvent jouer l'Iran, les États-Unis ou le Pays de Galles. À voir, je vais pas faire de boule magique, mais disons qu'il vaut mieux quand même terminer 1er que 2e de ce groupe-là, c'est Effectivement. Non, mais effectivement. Mais voilà, je m'inquiète moins pour les Pays-Bas que pour l'Équateur. Voilà. Peu On importe le verra. résultat de demain. Mais après, je te dis pas qui va gagner demain, je ne sais rien. Mais je Ah m'inquiète oui, moins ça. pour les Pays-Bas que pour l'Équateur. Et justement, il y a une grande question qui se pose en Équateur. Elle a été posée dans le chat. C'est la présence ou pas d'Ener Valencia, que l'on a vu double buteur, que l'on a vu blessé en première mi-temps, que l'on a vu continuer à jouer et que l'on a vu finalement devoir sortir parce qu'il n'arrivait plus à avancer. Des propos rassurants pour l'instant par Alfaro. Rassurants, oui et non. C'est-à-dire que c'est assez amusant. Hein. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de blessure, mais qu'il y avait un traumatisme important. Alors bon, messieurs, si vous êtes forts en analyse de discours, il n'y a pas de blessure, mais il y a un traumatisme important. Voilà, au niveau du genou. Ils attendent les entraînements du jour, d'aujourd'hui, hein, donc là, ça doit être fini, mais j'ai pas vu passer les infos à ce moment-là pour savoir ce qu'ils décideront demain. Il y a la possibilité, ouais, c'est un peu de la langue de bois, on est d'accord, Frioul. On attend, il y a une possibilité qu'Ener Valencia ne soit pas là. Ouais, non, mais je te jure que c'est ce que dit Alfaro, Red le Rouge. C'est pour ça que je voulais le citer parce que c'est assez amusant. Il y a quand même 2 petits chiffres. Je vais terminer sur ce match avec 2 petits chiffres. On verra si Ener Valencia sera là demain. Déjà, s'il est pas là, il peut nous taper une crise des nerfs. elle est belle. Ouf. Elle est magnifique. Elle est bien. Elle est validée, elle est très bien. Mais après, d'un autre côté. J'appelle quand même le VAR là-dessus. Hein, parce Non, que, elle est pas mal. Moi, franchement, il s'est blessé là, il s'est blessé. Je sais pas s'il l'a préparée depuis longtemps, mais elle est très très bien. elle est validée. Juste un truc quand même, c'est que il y a quand même pas de, on n'est pas complètement sûr qu'ils refassent le même système avec les deux pointes, parce que Estrada et Valencia, c'est un peu le même profil en attaque. Face aux Pays-Bas, c'était pas non plus sûr qu'il allait la faire. Bref, on aura la réponse De demain. toute façon, c'est sûr qu'il va pas jouer comme face au Qatar. Hein. Là, tu balances des longs ballons, tu vas te faire bouffer par Van Dijk et De Ligt. Bah après, Voire même De Vrij qui pourrait revenir à la place de.
de c'est hacker. qu'ils avaient parfaitement exploité cela, et c'est pas comme ça que normalement joue l'Équateur. Donc on va Oui, voir c'est demain ça. si on voit Donc, le vrai Équateur. On l'avait déjà dit, hein, c'est pas sa façon dont ils ont joué contre le Qatar n'était pas l'Équateur habituel, avec ce jeu de transition. Et justement, une équipe comme les Pays-Bas qui devrait avoir le ballon, qui devrait jouer plus haut, normalement, ça devrait se régaler dans les couloirs. On verra. Ça va être en tout cas une belle enfin, opposition. attention s'ils font pas comme face au Sénégal où ils laissent le ballon aux Sénégalais, hein. Ça, Aux Équatoriens, pardon. ouais, ça sera toute la question. Deux petits chiffres pour ce match. Sachez que l'Équateur reste sur 8 matchs invaincus. Je sais que je déclenche un effet LO, hein, en disant ça, mais c'est juste que la statistique, elle est intéressante. Ils sont sur 8 matchs invaincus, c'est 5 victoires et 3 victoires et 5 nuls, pardon, en englobant donc le dernier match des éliminatoires, un match de la Coupe du Monde, et les 6 amicaux qui ont eu lieu entre. Le record historique de l'Équateur, c'est 9. Donc ils sont à une marche d'un record historique qu'ils pourraient écrire en Coupe du Monde. Et on peut aussi, tu vois, dans l'autre sens, dire que si l'Équateur venait à ne pas perdre demain, ils auraient quand même fait un sacré chemin vers... quoique non, parce que si le Sénégal gagne, ils auront qu'un point d'avance. Donc j'ai rien dit. Et surtout, l'Équateur en est à 7 matchs sans avoir reçu le moindre but. Et ça, c'est un record pour la sélection. À voir s'ils vont continuer à l'augmenter. Réponse demain pour ce Pays-Bas-Équateur. Ça sera à 17h. Bienvenue à Mastatata 007. Ouh, j'ai réussi à tout dire. Et bienvenue à Alex Partant, que je n'ai pas vu passer aussi. Merci pour les follow, messieurs. Ça sera pour le Pays-Bas-Équateur. Et ensuite, il y aura peut-être celui sur contre qui ça va croiser. Le Angleterre-États-Unis à 20h. Avec la grande question, hein, est-ce que les États-Unis vont, vont tenir physiquement plus d'une heure face à l'Angleterre? Est-ce que les États-Unis vont chercher à agresser l'Angleterre comme ils ont agressé le Pays de Galles? Et est-ce que l'Angleterre, on va enfin voir ce que vaut l'Angleterre? Parce que c'est pas face à ce qui s'est passé face à l'Iran qu'on connaît le réel niveau de l'Angleterre sur cette Coupe du Monde, hein. Exactement. Ça va être aussi le vrai test de l'Angleterre, hein. Est-ce que l'Angleterre va être enfin bousculée dans un groupe que l'on annonçait facile pour elle? Donc on va voir. Normalement, là aussi, les discours. Alors les discours sont ce qu'ils sont. On attend les faits derrière. Du côté de Greg Berhalter, c'est très clair. Depuis que je suis arrivé, c'est pour mettre en place un style de jeu. Alors c'est très amusant de dire ça parce que je vous assure que sur les éliminatoires, il y a des moments où on ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Bref. Et lui aussi, son idée, c'est de ne pas le... Ouais, je vais pas dire de l'imposer aux Anglais, parce que tu vois, c'est le mot que j'allais dire, mais voilà, jouer face aux Anglais comme si c'était une autre sélection. Voilà, on va voir. Je ne sais pas si les États-Unis vont aller agresser, même si c'est dans la mentalité américaine, on en a parlé l'autre jour à la fin du match, vont chercher à agresser. On a vu quand même les limites l'autre jour face au Pays de Galles, où ça a un moment complètement décroché physiquement. Normalement, physiquement, ça va être beaucoup plus compliqué face aux Anglais, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Bah, déjà, ça va être un match complètement différent parce qu'ils vont pas avoir le ballon, je pense. Ils vont avoir beaucoup moins qu'ils ne l'ont eu face, au Pays de Galles et ils vont donc se faire moins rentrer dedans, défensivement. Parce qu'ils vont jouer plus en contre. Donc ils risquent quand même de tenir un peu plus longtemps en faisant que des courses. Il faut dire que face au Pays de Galles, oui, c'est Pulisic qu'on dit, oui. Pulisic, il a passé, je pense, 90 de son temps à bouffer de l'herbe, hein. Là, ça sera peut-être pas la même chose. Donc ils pourraient tenir physiquement, par contre, il faut qu'ils arrivent à mettre la main sur le ballon. Ouais, exactement. Et juste pour citer Greg Berhalter, il a dit: nous voulons jouer haut, on veut les presser. On sait qu'il y aura des moments où on devra être beaucoup plus bas sur le terrain, et à ce moment-là, il faudra être capable d'utiliser les espaces derrière leur défense. Et justement, il regrettait de ne pas l'avoir fait suffisamment face au Pays de Galles. Ah, Donc, mais le Pays de Galles leur a pas permis de le faire surtout. c'est ça, et je ne suis pas convaincu que les Anglais leur permettent de le faire. Bref, à suivre. Match intéressant, en tout cas, quand même, sur le papier, avec plein d'interrogations, confirmées ou pas du côté des États-Unis. Et est-ce que l'Angleterre va être bousculée dans son groupe? Parce que c'est vrai que elle n'a pas été beaucoup sur le premier match, hein, mais bon, pour les raisons que l'on sait. Voilà, ça sera donc. Mais les deux matchs là de la fin de la journée là, ils sont intéressants. Ouais, à se demander s'ils mettent pas les matchs intéressants en fin de journée. Heu, c'est pas faux, Hein? c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Mais après, la Corée, ils peuvent pas le mettre ailleurs parce que Oui, continent asiatique. bah oui. L'Iran, ils peuvent pas le mettre, l'Iran, ils pourraient parce que c'est juste à côté, mais Corée et Japon, ils peuvent pas les mettre au-delà de 14h parce que sinon, tu te coupes de toute une partie des supporters asiatiques.
Donc finalement, Alors les que les États-Unis, tu peux supporters uruguayens et argentins qui sont tapés les matchs à 7h du matin, on les emmerde. bah, c'est Bah, disons que que 7 tu heures du matin, c'est pas 23 heures ou minuit, quoi. Ou 1 heure du c'est ça, matin ou c'est-à-dire 2 que heures. si tu mets le match de la Corée à 20h, les mecs dorment. Là, vous vous réveillez à 7h, c'est plus acceptable En que plus, de tu foot mates le à match avant 20h, d'aller quoi. au taf. Après les États-Unis, ils sont obligés aussi de jouer là s'ils veulent choper les États-Unis. Si tu les mets plus tôt, tu peux les mettre à 17h ou à 20h, tu peux pas les mettre avant. Si tu les mets J'accepte votre analyse uniquement parce que l'Uruguay joue un peu plus tard après. Non, mais après, Pour les prochains. les États-Unis, est-ce qu'ils peuvent jouer beaucoup plus tôt? Franchement, quand il est Bah 17 17h, heures chez nous, quelle heure est-il à Seattle? Ah si, c'est tôt le matin là. il est 6h ou 7, ouais 6h, Ouais, je crois. donc tu vois, c'est pareil, hein, Ouais, c'est ça, tu es obligé de en fait, de faire avec les fuseaux horaires. ouais, c'est ça. Bref, petite statistique pour terminer sur cette partie. Les États-Unis n'ont alors forcément, hein, tout le monde est en train de parler de 1950. Je suis pas sûr qu'on soit dans ce type de dimension par rapport à ce qui s'était passé en 1950. Je le rappelle, avec la victoire des États-Unis face à l'Angleterre, qui disputait sa première Coupe du Monde. C'est d'ailleurs à retrouver dans le Mag 21. Petite promo, hein, on en profite. Mais sachez que la dernière victoire des États-Unis face à l'Angleterre remonte à un match amical en juin 93. Ils avaient gagné 2-0. Depuis, l'Angleterre a gagné 1, 2, 3, 4 matchs et il y a eu un match nul. C'était en Coupe du Monde. C'était en 2010. Il y avait eu un but partout. Donc, en gros, pour le dire dans un autre sens, les États-Unis sont invaincus en Coupe du Monde face à l'Angleterre. C'est pas beau ça? Nickel, merci les stats. Merci les stats. Et d'ailleurs, en parlant de programmation, puisqu'on arrive sur la fin, en programmation, c'est très surprenant que le groupe E, soit à 20h, quand c'est la fin des groupes et que ce soit le groupe F qui soit à 16h parce que le Japon va jouer à 20h donc tu perds tous les Japonais pratiquement. Ouais, écoute. Alors que le groupe H, où il y a la Corée, ça sera à 16h. Ouais. Voilà, c'est le seul match, d'un asiatique, Ouais, mais c'est parce que tu fuseau as Allemagne horaire et qui se Espagne. joue à ça. Oui, vaut mieux Ouais, les c'est ça. Allemands que les. Mais là, tu pourrais te dire, on a Portugal, c'est mieux de le mettre à 20h, tu vois? Mais non. Oui, mais tu as Allemagne et Espagne. Donc voilà, j'ai peut-être déclenché l'effet Hello, Red le Rouge. Après, je fais pas des États-Unis un favori pour le match de demain face à l'Angleterre, hein. Donc on va pas non plus s'enflammer outre mesure là-dessus. On arrive donc au terme de cette émission. On a passé presque 1h20, hein. On est passé sur du 1h20 dans les formats, hein, Baptiste. Donc, La durée d'un match. la durée d'un match, quasiment. On arrive au Une bout. mi-temps. 1h20, c'est une mi-temps. C'est une mi-temps au Qatar, Ah oui, exactement. bah oui, au Qatar, c'est Ah une oui, mi-temps, c'est vrai. oui, oui. Il y a eu Quoique celui, du Brésil, la première mi-temps n'a eu qu'1 minute. C'est vrai, grande sensation, je crois que c'est... L'Uruguay-Corée aussi, la première mi-temps était. C'est pour ça que l'Uruguay a pas gagné d'ailleurs. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Non, mais c'est ce que j'ai dit en introduction. C'est vrai qu'à contrario, je trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trop abusé sur les durées de temps additionnelles. Ça a fait beaucoup parler un petit peu partout. Peut-être que on va revenir à des choses un petit peu plus normales. Bref, on verra. Bah, au moins, on a vu des arbitrages un peu plus logiques. Parce que alors, la Corée, il y a si c'était les mêmes arbitres que depuis le début du match, il y avait penalty, hein, sur le corner, hein. Donc là, c'est qu'au moins, ils se sont peut-être dit: «On va peut-être arrêter nos conneries». Après, Donc là, c'est vrai. sur la toute fin d'émission, on est en train de rajouter des minutes. C'est Juste ça. après s'être satisfait que la FIFA a Exactement, on est en train les de faire formats, du on est- temps additionnel à un chrono qui n'en avait soi-disant pas. Voilà, merci Jérôme d'avoir ramené tout le monde à la raison. On va en rester là, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir été Il a présents dans envie de le chat. dormir, il a envie de dormir. Il a envie de dormir aussi, peut-être. Mais il est énervé, il n'a pas sommeil. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. Merci à tous ceux qui nous écouteront en replay, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas, n'oubliez pas de nous suivre sur ces différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux. On va vous donner rendez-vous demain. N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir, à vous procurer nos magazines, à acheter nos livres. Vous voyez tous les liens passer. Ou alors à vous abonner sur les différentes plateformes où vous nous écoutez. On va vous donner donc rendez-vous demain. Même endroit, même heure à peu près, hein, toujours en fonction du temps additionnel, peu après 22h. D'ici là, passez une bonne journée de foot à la Coupe du Monde. Et on se dit à demain. Abrazo a todos.